Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est une émission exceptionnelle que nous présentons aujourd'hui en direct de Ganges. Nous sommes exactement à 150 mètres en face du collège où l'on attend Emmanuel Macron. Il y a à notre gauche, à une cinquantaine de mètres, 500 à 1000 personnes qui manifestent, qui, vous entendez peut-être les bruits, les casseroles, les cris, les chants et les gaz lacrymogènes aussi. Alors de temps en temps, nous sommes un peu, comment dire, ennuyés par les gaz lacrymogènes, mais rien de grave. J'ai la chance d'être avec Olivier Biscay, le directeur de la rédaction du Midi Libre, qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Nous allons réaliser une émission exceptionnelle ici pour Sud Radio pendant 2 heures en direct. Je peux vous dire que nous aurons beaucoup d'invités avec évidemment le maire de Ganges qui nous accueille. Bonjour Michel Fratissier, merci vraiment d'être avec nous. Et surtout merci pour l'aide que vous nous apportez, c'est exceptionnel. Nous sommes les seuls à être comme ça dans le périmètre du collège, à portée de voix des manifestants et à portée de vue du président de la République qui doit arriver. Vers quelle heure arrive-t-il ici? Normalement, il est prévu à 11h15, mais il sera un petit peu en retard d'après ce qu'on sait. Bien, il est prévu à 11h15, donc nous serons en direct. Vous ne raterez rien de ce qui va se passer, je peux vous le promettre. Vivez cela sur l'antenne de Sud Radio, au plus près des territoires. Avec Olivier Biscay, nous allons interroger toutes celles et ceux qui vont venir nous voir. Nous allons d'abord commencer avec Michel Fratissier, le maire de Ganges. Ganges, qui est une commune, combien, 4000 habitants à Ganges? Alors ça dépend des recensements, on a 4200 habitants, mais comme on a un petit souci avec le recensement actuel, puisqu'on est en fracture numérique, et tout est numérisé aujourd'hui avec le recensement, donc c'est quelque chose que je vais faire remonter au président de la République. Fracture numérique. Oui. Ça c'est un vrai problème pour une commune. Oui, on a un tiers de la population qui a plus de 65 ans, des gens qui n'ont pas l'habitude de manier l'ordinateur. C'est pas facile, je l'ai moi-même pratiqué le recensement, il faut une bonne dizaine de minutes pour se recenser. Imaginez qu'il y a des personnes âgées, ils vont pas prendre 10 minutes, et on a perdu 400 habitants officiellement pour l'instant. Je perds pas le combat, je vais le mener pour éviter qu'on ne perde 400 habitants. Mais bien sûr, c'est l'une des doléances donc que vous allez exprimer au président de la République. Ça paraît très anodin, mais c'est très important. Bien. Alors il y a, vous entendez les chants, des manifestants, ils sont tout près de nous. Les gendarmes mobiles, ce sont des gendarmes mobiles qui assurent la sécurité, qui sont là. Alors nous allons recevoir dans quelques minutes 2 députés. Le député d'ici, Sébastien Rome, qui est député de la France Insoumise, et puis Patrick Vignal, qui est député de l'Hérault, de l'UNEL, qui sera là aussi. Donc 2 députés qui est député Renaissance, 2 députés qui ne sont pas du même bord politique, mais qui vont pouvoir débattre sur l'antenne de Sud Radio. Et puis nous aurons peut-être des surprises tout au long de cette émission, pendant 2 heures, de belles surprises peut-être. Nous allons voir. Vous savez, nous sommes en direct. Tout peut se passer, tout peut se produire dans ce direct. Et c'est le charme du direct, et c'est la chance que nous donne Sud Radio de venir ici, et de venir ici participer à l'actualité, parce que nous participons à l'actualité avec Olivier Biscay. Nous recevrons aussi tout à l'heure Lamine Garbi, qui est le propriétaire de la clinique, son groupe est le propriétaire de la clinique de Ganges. Et je crois savoir, Olivier Biscay, qu'il y a un vrai problème à Ganges avec la maternité, Olivier. Oui, il y a un vrai sujet autour de la maternité, monsieur le maire, puisque il a été décidé qu'elle fermerait. Alors elle ne ferme pas, elle est suspendue pour l'instant. Elle est suspendue pour l'instant. C'est important les mots, parce que c'est exact. Pour l'instant, il y a cette menace de fermeture ici à Ganges qui met un émoi à la population. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un territoire rural, et en particulier pour les Gardois, à une distance de 2 heures du CHU de Montpellier. Donc effectivement, on travaille pour que cette maternité puisse réouvrir. Il y a un souci de recrutement de médecins, d'obstétriciens. Vous le savez, c'est compliqué en France, c'est compliqué dans des territoires comme les nôtres. Il y a peu d'accouchements, on est autour de 300, on est en niveau 1, donc les accouchements se faisaient en niveau 1, donc pas d'accouchements très, très compliqués à mener, mais je fais confiance à monsieur Jaff, qui est le directeur régional d'Occitanie, qui soutient parfaitement de l'ARS, oui tout à fait, qui soutient la clinique, et je fais confiance
au groupe Cap Santé pour essayer de résoudre ce problème. Vous en parlerez au président de la République quand vous allez le voir tout à l'heure? Alors, on ne va pas lui parler de ça parce qu'il est venu rencontrer des enseignants et qu'il n'y a pas de temps spécifique pour les élus, mais il a un petit dossier qui l'attend évidemment, et il y aura dans ce petit dossier la maternité, mais il est parfaitement informé parce que ma collègue du Vigan l'avait déjà vu au moment du congrès des maires. Donc c'est votre cahier de doléances, ai-je compris? Oui, si vous voulez. On a appelé ça comme ça. C'est pas forcément des doléances. En tout cas, il y a des dossiers qui nous préoccupent, et celui-là en particulier, mais il y a aussi la brigade mobile sur laquelle on voudrait qu'il attire son attention. Vous espérez quoi, 6 gendarmes? Voilà, c'est 6 gendarmes sur le terrain. Ici, vous savez, en ruralité, on a des problèmes de délinquance, des problèmes de trafic, de toutes sortes, et donc c'est important qu'on puisse avoir des renforts de gendarmerie. Bien, merci monsieur Avec le maire d'être. Vous repassez quand vous voulez. Je sais bien. Venez nous voir. Si j'ai le temps de passer. On est chez vous, à la médiathèque. Je souhaite que ça se passe bien avec les enseignants, qu'on parle de ce beau métier. Alors, dites-moi quelques mots quand même sur ce collège, oui. Louise Michel, qui est un collège d'excellence. Pourquoi est-ce un collège d'excellence? Alors, pourquoi est-ce que le président de la République a choisi de venir dans ce collège? Alors, c'est un collège d'abord de petite dimension, il y a autour de 650 élèves, ça reste à taille humaine, avec un vrai ancrage dans le territoire. Vous avez des enseignants qui sont là depuis de nombreuses années. Il y a des équipes fidélisées, c'est important pour un chef d'établissement. Il y a des équipes très engagées et des parents d'élèves qui ont fréquenté le collège et qui aujourd'hui envoient leurs propres enfants. Et on rayonne sur un territoire qui va jusqu'à Saint-Martin-des-Londres et qui pourrait basculer vers la métropole. Mais ils préfèrent choisir le collège de Ganges. On est donc dans quelque chose qui est de l'ordre de l'affect et avec des équipes éducatives qui sont remarquables. Alors moi, ce que je veux, c'est que le président de la République écoute les enseignants, qu'ils comprennent que c'est un métier compliqué aujourd'hui. On a du mal à recruter des enseignants. C'est un métier qui est difficile, de plus en plus difficile, très mal rémunéré. Et il y a un travail formidable qui est mené sur le terrain avec les enfants, avec les parents d'élèves. Et si cette journée est là pour le souligner, et si c'est une possibilité que le président dise à ses enseignants merci, ce sera déjà pour cette raison une bonne venue de la part du président de la République. On est très très heureux de cela. Oui. On est très heureux de souligner le travail fait ici à Ganges, à la médiathèque également. À l'école primaire aussi, pas simplement et à l'école primaire, où l'on travaille pour lutter contre l'illettrisme et contre ces enfants qui ont de la peine à suivre. Tout à fait. C'est une priorité sur le territoire, la lecture publique. Essayer que les enfants aient un petit peu plus de... L'école, ça doit être une école de la réussite. Et on a les équipes éducatives pour ça ici. Bien. Voilà. C'est la raison pour laquelle le président de la République est venu ici à Ganges, évidemment, pour souligner cette excellence. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas. Merci à très bientôt. Michel Fratissier. Après la visite, si nous sommes encore en direct, vous êtes invité chez vous. Vous êtes chez vous ici. Je sais bien que je suis un peu chez moi, tout à fait. Allez, bien, merci à tout à l'heure. Et bonne rencontre. Merci. Je vous le disais, tout peut arriver. Ici, tout peut arriver. Tout peut arriver dans ce direct parce que c'est la magie du direct. Nous sommes au cœur de l'événement, au cœur de l'actualité. Encore une fois, vous entendez les manifestants qui sont assez nombreux. Voilà. Nous avons nos 2 députés qui s'installent maintenant, qui sont avec nous. Et je suis très heureux de les recevoir parce qu'ils se connaissent bien. Ils ne sont pas du même bord politique, mais ça, j'aime. Sébastien Rome, bonjour. Bonjour. Alors, je vous donne la parole en premier parce que vous êtes d'abord Rome et Vignal, Rome en premier. Et Sébastien Rome, vous êtes député de la circonscription de Ganges, député de l'Hérault, LFI. Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Hérault également, Lunel. Oui. Le président de la République n'ira pas à Lunel. Il n'a pas le temps, mais il reviendra, parce que quand il vient, moi j'aimerais qu'il passe au moins 3 jours dans mon beau territoire. 3 jours, bon, enfin d'accord. Bon, s'il est reçu pendant 3 jours comme il est reçu ici. Mais monsieur Rome, on va arranger tout ça, vous inquiétez pas. Bon, alors, vous entendez un peu les bruits des manifestants. Vous n'êtes pas surpris, Sébastien Rome? Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris dans le contexte dans lequel nous sommes. Voilà, on a vu ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on a quand même un nombre de manifestants qui dépasse le nombre d'habitants de Ganges. Mais je ne suis pas aussi... Vous exagérez peut-être un peu là. Vous y êtes allé? Oui, absolument. Non, tout à l'heure au cœur quand même. Là, ça continue d'arriver. Et en fait, on est en terre cévenole. Et les terres cévenoles, il y a cette histoire des camisards
milliards qui ont résisté au monarque absolu, qui est venu avec ses dragonnades pour pacifier mais la liberté de conscience qu'il y a sur ce territoire. Louis XIV. La liberté de conscience qu'il y a sur ce territoire, eh bien il s'est incarné, elle s'est incarnée. C'est Louis XIV, Emmanuel Macron, c'est Louis XIV. Absolument, on est dans le monarque absolu. Non. Sébastien, on est dans le sud. Tu es d'accord avec moi? On est dans le sud. On est des Roubaix-Gaïres. Et voilà. Ici, c'est une terre de résistance. Et elle continue de l'être. Oui, elle continue de l'être. Alors, mais la population résiste à quoi? Elle résiste. Alors moi, c'est une terre de résistance, je veux bien. Elle résiste. Ils veulent tous voter Macron, donc Sébastien les empêche. Voilà. Non, elle résiste à la réforme des retraites qui a été voulue par Emmanuel Macron, qui a été soutenue de manière un peu floue par mon voisin qui est ici à gauche. On ne sait pas s'il était pour, s'il était pas contre. Je vous le dirai, cher ami. Voilà. Donc il résiste, on ne tournera pas la page. C'est ce que sont venus dire ici les manifestants. La page n'est pas tournée. Donc la mobilisation va continuer. La résistance continue. Patrick Vignal. Non, écoutez, je suis d'accord sur un point, Sébastien Rome, c'est qu'on ne peut pas tourner la page de la réforme des retraites. Parce que c'est pas la réforme des retraites. C'est un vrai débat sur la place de la démocratie. À quoi servent les hommes et les femmes politiques dans notre pays aujourd'hui? Je vais être clair, c'est pas... Il y a eu la crise des Gilets jaunes, on a partie réglée, mais il faut régler ce débat-là. Moi, je voudrais dire à Sébastien Rome, qui est un collègue, c'est pas un ennemi, que je vais être très clair. On n'est pas d'accord sur la réforme des retraites, on n'a pas été d'accord sur la corrida, mais on est d'accord, par exemple, sur la bovine, et localement, je vais le dire gentiment, c'est le seul qui vient à la Chambre d'agriculture, c'est le seul qui vient sur des débats locaux. Et ça, j'avoue que c'est intéressant. Je suis un député de la ruralité, donc c'est normal que je prenne à bras le corps. C'est pas le cas de vos collègues. Pardon, messieurs, j'ai une pub à lancer, mais j'ai envie de vous poser une question avant de lancer la pub. Comment se fait-il que vous arriviez à dialoguer d'une manière aussi constructive, aussi efficace, quand vous êtes sur votre territoire, et comment se fait-il que vous n'arrivez pas à dialoguer d'une manière efficace lorsque vous êtes à l'Assemblée? J'aimerais que vous répondiez. Je vais reprendre ce que vous avez dit, parce que mon collègue Patrick Vignal n'est pas arrivé à travers les manifestants. Moi, je suis arrivé à travers les manifestants et j'ai été félicité. Il est arrivé par l'autre côté. Hein. Non mais monsieur Rome, c'est un peu bas ça. C'est pas un peu bas. Je me suis garé là. Moi, c'est pas mon problème de me battre avec des manifestants, mais ça servira pas à grand chose. Non mais là franchement, Sébastien, sur ce coup-là, tu réponds pas à la question, tu es focus sur ce coup-là. Excuse-moi. On est chez nous, on peut le dire. Moi, je vais répondre. Monsieur Bourdin, vous m'avez parlé d'une question précise. J'ai une question précise. Pourquoi on ne s'entend pas au national? Moi, je vais être très clair. Je trouve que dans mon camp, dans ma majorité, il y en a certains qui manquent d'humilité et de modestie. Ça c'est dit, ok. Après, dans le camp des LFI, certains, et Rome est un peu différent, sont dans une posture. Le vrai débat des LFI aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est brillant, qui est un tribun. Ce qui l'intéresse, c'est faire tomber ce gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer la vie des gens. La différence que l'on a. Et en parlant de ça, on se retrouve avec un rassemblement national qui n'a jamais été autant la belle-fille idéale, le gendre idéal. Donc moi je suis clair, je suis un homme de gauche, j'ai pas envie de voter toutes mes lois avec les LR. J'ai besoin des LR et des femmes et des gauches, et des femmes, des hommes raisonnables pour changer la société. Voilà pour ce que je pense. Mais Jean-Luc Mélenchon, comme les députés insoumis et ceux de la NUP, ils ne sont pas là pour faire tomber le gouvernement. Ils sont là pour entendre la colère du peuple et pour la faire entendre dans l'Assemblée nationale que l'on a bâillonné. Je trouve que l'image qui a été faite par mon collègue en Alsace a été extrêmement forte. Oui, le 49.3 a été un bâillon qui a été posé sur l'Assemblée nationale et qui a arrangé pas mal de députés de La République En Marche qui n'ont pas eu à voter. Bien, messieurs, pub, parce qu'il faut observer un peu de pub, vous entendez, on est en direct, hein, vous l'avez compris, on est en direct, tout peut se passer. Suivez bien cette émission jusqu'à 12h30, tout peut se produire. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. Oui, en direct de Ganges, il est 10h48. Pour l'instant, le président de la République n'est pas arrivé. Il y a toujours les manifestants qui l'attendent, qui sont, je ne sais pas combien, 400, 500, c'est ça un peu plus je pense qu'il y a au moins 3000 personnes. 3000 personnes. Bon, 3000 personnes, avec beaucoup de CGTistes, beaucoup de représentants des syndicats, et puis des gens de la région qui sont en colère, parce que pour beaucoup, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Hein. Je crois que le vrai, derrière la réforme des retraites, il y a cette difficulté du coût de la vie. Évidemment, le 20 du mois, même avant, on n'a plus rien
et il faut aller faire ses courses. Et comment fait-on? Donc ça, c'est un problème majeur dans notre pays. Il y a évidemment des collèges et des endroits d'excellence dans le pays. Le président de la République a visité une entreprise hier qui est une entreprise d'excellence en Alsace. Il vient voir un collège d'excellence ici. Il y a l'excellence et il y a à côté une autre France qui est une France qui souffre. Donc cette disparité-là, cette profonde disparité, c'est un problème majeur aujourd'hui dans notre société. Olivier Biscay, vous avez des informations sur le président de la République, son arrivée? Oui, absolument. Il a atterri à l'aéroport de Montpellier. Il est dans une voiture il vient en voiture de Montpellier, je vous le confirme. C'est une information que je peux vous confirmer. Il se dirige vers Ganges. Son arrivée est confirmée à 11h15. Après un accueil, il y aura un échange avec le principal du collège Louise Michel, rencontre avec des élus, puis les élèves et les parents et professeurs pour évoquer la rentrée 2023. Donc il est attendu dans 30 minutes maintenant. Dans 30 minutes. Alors, que disent les Gangeois de la visite du président de la République? Je dois dire que ça met en émoi cette commune de 4000 habitants. Écoutons le reportage de Mathilde Julien. Les élèves s'interrogent. Le président de la République dans leur collège, dans leur petite ville rurale, ils ont du mal à y croire. Ça fait bizarre. Parce que Ganges c'est un petit peu perdu au milieu de nulle part et voilà. Le président quand même qui vient à Ganges. Au début je pensais que c'était même une farce parce que souvent il y a des trucs faux mais c'est vrai. Alors que Lunel et Montpellier étaient envisagés pour cette visite, le président a choisi Ganges et ses près de 4000 habitants. Le choix de la tranquillité, selon cette maman. Peut-être que Lunel et Montpellier sont moins bien fréquentés, peut-être. C'est plus tranquille ici. Moins d'opposition. On aura le problème, quoi. Voilà, comme d'habitude. Dalila Chantemesse, présidente FCPE à Ganges, veut voir le positif de cette rencontre. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils viennent. Pour les élèves, leur montrer que tout leur travail, il est reconnu plus haut, c'est bien. Bon, après, c'est peut-être pas le bon moment. Ça donne un peu qu'il redore son image avec le travail des élèves. Donc, on est un petit peu sceptique là-dessus et un peu plus mesuré. À 11h45, Emmanuel Macron va échanger avec des parents, des professeurs et des élèves sélectionnés. Au préalable, aucune déambulation en ville n'est prévue. Marianne est déçue. Il faudrait qu'il écoute quand même un minimum. On ne peut pas prendre les gens en otage sans avoir au moins une oreille attentive par rapport aux revendications, notamment au niveau des retraites. Mais à quelques pas du collège, dans le centre-ville, les opposants ont prévu de faire sonner les casseroles. Mathieu Guy, de l'Union locale de la CGT. Ça fait 2 jours qu'on y travaille. La préfecture nous a raccourci le parcours et vraiment nous cantonné sur le centre-ville de Ganges. Puis on apprend aussi hier que la préfecture nous demande de couper la sono le temps de la venue de Macron. Enfin, c'est quand même une atteinte aux libertés et au droit de manifester, quoi. Les personnes que Monsieur le Président va rencontrer tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont vraiment été triées sur le volet, que ce soit des professeurs qui ont été vraiment bien briefés, des élèves également bien briefés. Quand on est devant le président, est-ce qu'on va oser, est-ce qu'on va pas oser? Moi j'espère qu'il y en a qui vont oser. Avec sa fenêtre qui donne directement sur le collège, Claudine, 73 ans, est aux premières loges pour la visite du président et elle ne compte pas en perdre une miette. On va regarder, on va faire comme tout le monde. Il va y avoir du mouvement, je pense. Vous auriez envie de lui dire quoi au président? Rien du tout. Rien du tout? Non, rien du tout. Vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je suis pas d'accord avec lui, pas du tout. La visite va durer moins d'1 heure. Emmanuel Macron a prévu de rentrer directement à Paris après cette séquence sans croiser les manifestants. Le reportage de Mathilde Julien. Nous sommes ici donc en direct à la médiathèque à 100 mètres du collège, en face du collège, et à gauche nous avons à une cinquantaine de mètres, 100 mètres, les 3000 ou 4000 manifestants qui sont là pour protester contre la politique conduite par Emmanuel Macron. Olivier Biscay m'accompagne, directeur de la rédaction du Midi Libre. Vous savez que depuis plusieurs jours, le Midi Libre a entamé toute une série sur les territoires pour parler et pour écouter celles et ceux qui vivent dans ces territoires. Eh bien nous aussi, à Sud Radio, vous savez que nous sommes proches de ces territoires et j'ai la chance d'avoir Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault, qui est le député de la circonscription, et Patrick Vignal, qui est député Renaissance de l'Hérault, qui est une circonscription voisine. Qu'attendez-vous qu'avez-vous? Vous allez rejoindre le président de la République dès qu'il arrive. Qu'allez-vous lui dire, vous,
Sébastien Rome. Qu'est-ce que vous allez lui dire? D'abord, je vais porter la parole des manifestants. C'est mon rôle de député. Oui. Voilà, lui dire que la page n'est pas tournée, ça, je pense que ça doit être clair et clairement dit. Partout où le président de la République ira, on lui dira que la page des retraites n'est pas tournée. Voilà. Ensuite, on a des questions de ruralité extrêmement fortes ici, dont on doit parler. Les questions de santé. On a la maternité qui ferme à Ganges. On a l'antenne d'urgence à l'ODEV qui doit être ouverte. On a des questions de mobilité. On a des questions de logement, d'emploi. Voilà. Donc, il y a tout un tas de sujets qu'on laisse de côté parce que la ruralité, elle est malmenée. Et elle est encore plus malmenée avec cette réforme des retraites. J'y reviens parce que dans la ruralité, c'est 2 ans de vie de moins que dans le reste de la France. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est voilà, quels sont les premiers mots que je prononcerai au président de la République. Sur la santé, vous parliez de la maternité. Le maire qui était là tout à l'heure au micro disait attention aux mots qu'on utilise, elle est plutôt suspendue. Cette fermeture. Et chacun essaye de trouver une solution. Hein. D'ailleurs, Lamine Garbi. Vous allez le recevoir tout à l'heure. Je vais recevoir Lamine Garbi tout à l'heure, qui va nous dire un peu ce qu'il en est. Tournez-vous. Hein. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, moi je vais être clair, c'est le cas chez moi à Lunel. Il manque à cette maternité de Ganges comme au territoire de Lunel. Et avec mon ami Lamine Garbine, on en parle. Il manque des pédiatres, des gynécologues. Il manque ces gens-là. Ça, c'est pas dû à Emmanuel Macron. Donc on a besoin de réinventer. Et franchement, on a la chance d'avoir un directeur régional de l'ARS, Monsieur Jaffre, avec qui on bosse intelligemment. Oui, alors je vous interromps parce qu'on a les gaz lacrymogènes qui nous arrivent dans la figure. Mettez des masques, messieurs, parce que sinon vous jusque-là, moi, ça va bien. Vous avez l'habitude des gaz lacrymogènes. Moi aussi, on reste démasqués, nous. Bon, voilà. Moi, j'ai mis un masque parce que sinon, je perds ma voix, mais allez-y. Non, mais sur la santé, il y a un groupe transpartisan qui est en train de défendre une loi pour réguler l'installation des médecins. Et jusqu'à présent, ceux qui bloquent, c'est le gouvernement. Et on attend, eh bien, c'est ce que je vais demander au président de la République, que cette loi transpartisane qui a été travaillée en profondeur par tous les députés, que ce soit des députés de la France Insoumise, de Renaissance ou du Parti Socialiste et des autres partis républicains, eh bien qu'elle soit examinée et rapidement. Voilà un changement de méthode. Monsieur Rome, je vous fais une proposition. Moi, je dois réunir les soignants de mon territoire. On va les réunir ensemble avec l'ARS et sur un sujet local, on va travailler main dans la main. Voilà ce qu'attendent les Français de nous. Eh bien, on va travailler sur le département de l'Hérault parce qu'il y a beaucoup à faire. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On va donner la parole à Lamine Garbi juste après la pub et les infos. Et avec Olivier Biscay, on va interroger Lamine Garbi qui va nous dire où on en est concernant et la maternité et les projets, parce qu'il n'y a pas que la maternité, il y a aussi un très gros projet à Ganges pour la santé et qui, évidemment, sera utile pour toute la population locale. Vous avez raison de le dire. Moi qui suis au Vigan, on a besoin, effectivement, même si au Vigan, par exemple, il y a une maison de santé qui fonctionne très très bien, puisque je connais les médecins, il n'y a pas que des médecins d'ailleurs, infirmières et kinés. Il manque les médecins traitants. Il manque. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, avant, le médecin de famille, il bossait 80 heures par semaine. C'est vrai. C'est comme ça. Aujourd'hui, la nouvelle génération de médecins, pour remplacer, il faut au moins 2 médecins. Parce que la vie a changé au travail et c'est peut-être ce qu'on n'a pas su voir. Juste une confidence. Et que les anciennes générations de politiques ont cru qu'en réduisant le nombre de médecins, on allait réduire le nombre de malades. Une confidence, Jean-Jacques Bourdin. Ça vous a pas échappé dans la presse de l'excellent journal Midi Libre qu'Emmanuel Macron devait venir aussi à Lunel. J'ai plaidé pour qu'il vienne à Ganges. Parce que je connais la partie... Ah si, monsieur Rome. Il a beaucoup œuvré. Je vous le dis. Non mais pourquoi ne pas le croire? Pourquoi? Parce que je voulais qu'il vienne dans un territoire compliqué, un territoire, il y a un député LFI. Pour montrer que d'abord, en France, on peut venir partout et qu'on peut aussi entendre des paroles différentes. Bien, messieurs, on n'a pas fini. L'émission est bien partie, il est 11h, une petite pub, puis les infos, et on se retrouve ici, en direct de Ganges. À tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. Oui, en direct de Ganges, où nous attendons donc le président de la République. Je vous resitue le lieu où nous nous trouvons, juste en face du collège Louise Michel, où doit se rendre le président de la République. Dans quelques minutes, Olivier Biscay, directeur de la rédaction du Midi Libre, est avec moi. Nous regardons s'il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur notre gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2, 3, 4 000 manifestants face à des gendarmes mobiles. Il y a quelques échauffourées, rien de grave, quelques grenades lacrymogènes qui sont lancées. Mais bon, pour l'instant, tout est contenu. Ici, nous sommes au cœur de l'actualité, au cœur de ce qui se passe à Ganges, dans cette commune de 4000 habitants qui n'a pas l'habitude de vivre un tel événement. Olivier Biscay a des journalistes au milieu des manifestants. Il sait absolument, le journaliste du Midi Libre, il sait absolument ce qui se passe. Alors Olivier, dites-nous. Oui, entre 1000 et 3000 manifestants selon la CGT, selon les forces de l'ordre, sont réunis sur la place du marché, vous l'avez dit, à Ganges. On les entend. Alors, on va dire que c'est bruyant, mais plutôt bon enfant par rapport à l'heure il y a une heure, parce que c'était quand même beaucoup plus agité tout à l'heure. Oui. Et c'est assez contenu. Ils attendent de pied ferme évidemment le président de la République qui devrait arriver d'ici 10 minutes. Il est dans la voiture, il n'est pas très loin de Ganges. Il sera d'ici 10 minutes au collège Louise Michel où l'attend une délégation. C'est une information Midi Libre que je peux vous révéler. Allez-y. 5 professeurs, 7 parents, 4 élèves, 1 par section. Le principal et son adjointe du collège qui participeront à la table ronde et aux échanges avec le chef de l'État, le ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye et la secrétaire d'État Patricia Miralles. Bien, le président de la République, donc d'ici une dizaine de minutes, tout est bien organisé. Nous allons essayer, on ne sait jamais, de l'intercepter à un moment donné ou à un autre. Nous verrons bien. Bon, Lamine Garbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lamine Garbi, je suis très heureux de vous recevoir. D'abord parce qu'on se connaît depuis quand même maintenant un certain temps. Et ensuite parce que vous êtes une personnalité importante localement et nationalement, puisque vous êtes le président de la Fédération hospitalière privée. C'est ça. C'est cela ? Alors, la Fédération hospitalière privée, expliquez-nous. C'est 1000 cliniques, 9 millions de patients pris en charge chaque année. On maille le territoire avec des établissements de proximité comme à Ganges, des établissements dans des grandes métropoles. Voilà, on est sur tout le territoire en médecine, chirurgie, obstétrique, soins de rééducation et psychiatrie bien sûr. Donc voilà, on est fiers de faire ce métier. L'hospital privé, les cliniques privées que je représente, on est un acteur majeur. Également 150 000 salariés, 50 000 médecins libéraux qui tous les jours travaillent pour le bien collectif. Bien, et Lamine Garbi, votre groupe est propriétaire de la clinique de Ganges et de la maternité qui est pour l'instant suspendue. Alors je vais donner la parole à Olivier qui connaît parfaitement le sujet. Olivier, quelle est la situation aujourd'hui ? Lamine Garbi va nous dire ce qui pourrait se passer. Oui, on joue peut-être avec les mots, et même si la situation ne prête pas au jeu, certains parlent de fermeture, d'autres de suspension. Le maire nous a dit que c'était suspendu parce qu'on était à la recherche de médecins, d'équipes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces informations ? Quelle est la réalité de la situation ? La réalité, c'est que l'activité d'obstétrique est suspendue faute de gynécologues obstétriciens. Il y en avait 3, 2 sont partis à la retraite. Et puis les anesthésistes également qui devaient prendre en charge les parturiantes se sont mis en retrait. Donc ce qui fait que nous n'avons ni gynécologue ni anesthésiste. Donc nous devons monter une nouvelle équipe et cette nouvelle équipe verra le jour avec un projet de délocalisation sur Ganges, de reconstruction d'une nouvelle clinique. Et je pense qu'il faut bien sûr s'attacher à la suspension de la maternité, mais aussi regarder le service que porte la clinique avec un service d'urgence qui accueille plus de 20 000 patients. 20 000 patients, c'est toute la population qui est prise en charge. Une antenne SMUR, c'est une des seules antennes SMUR privées en France et des activités de médecine, de chirurgie. Plus de 50% des concitoyens de Ganges viennent se faire opérer à la clinique. Donc bien sûr que la suspension de la maternité est un drame local. Ça crée de l'émoi, vous le comprenez ? De l'émoi, sauf que c'était tout de même 250 bébés par an qui étaient mis au monde à la maternité et aujourd'hui on parle d'un seuil de 1000 accouchements. 1000 accouchements, 1000. Nous étions à 250. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas l'activité peut-être nécessaire
nécessaire aujourd'hui pour attirer des médecins de qualité à forte compétence. Mais Lamine Garbi suspendu donc. Mais suspendu combien de temps? Suspendu, ça ne veut pas dire fermé. Non. On est bien d'accord. Nous avons toujours l'autorisation et nous avons gardé les sages-femmes pour le temps que l'on puisse monter une équipe, bâtir un centre périnatal de proximité. On espère. Ça fait 1 an qu'on cherche. Donc c'est compliqué de donner un délai, c'est compliqué de donner, je dirais, une lisibilité. Donc en attendant, on a monté un centre périnatal de proximité où vous avez une consultation de gynécologue tous les jours, une sage-femme qui est là toutes les semaines, chaque jour de semaine, pardon, pour pouvoir prendre en charge les patientes. Et notamment, ce qui angoisse les jeunes, et je les comprends, ce sont les IVG. Donc nous pouvons continuer à pratiquer des IVG et nous pouvons également préparer les mamans à un accouchement sur Montpellier pour l'instant. J'espère que ce pour l'instant ne sera pas durable. Voilà. Vous vous engagez à ne pas la fermer? Oui. Vous vous engagez aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio à ne pas la fermer? Oui, elle n'est pas fermée, elle est suspendue. Bien, elle ne fermera pas donc. Non, elle est que les choses soient claires. C'est très clair. Lamine Garbi, vous savez, vous me connaissez, je suis direct. Je sais que vous ne lâchez jamais. Je ne lâche jamais. Oui. Donc, bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est une nouvelle quand même, que vous ne fermerez pas la maternité. Parce que jusqu'alors, on n'a pas tout à fait entendu ça sur ce territoire. Vous savez que entre ce qui se passe dans nos réunions, et je tiens à saluer, je dirais, la présence de notre directeur général de la RSI DGAF, qui depuis qu'il est arrivé, est sur le terrain et nous accompagne. C'est vrai qu'il va débloquer une aide pour la reconstruction d'établissements, une aide de plus de 10 millions d'euros. Donc ça, c'est un fait important pour permettre d'avoir un établissement neuf de plus de 15 000 m² sur la commune. À quel endroit vous avez choisi le lieu? Oui, je n'ai même pas choisi le lieu, j'ai acheté les terrains. Vous avez acheté les terrains? Oui, je suis propriétaire des terrains. C'est à l'entrée de Ganges, route de Nîmes. J'ai acheté les terrains il y a 3 ans. Donc certains me suspectent de ne pas vouloir engager ce déménagement, ce qui est une folie parce que j'ai acheté les terrains. Donc oui, nous allons déménager. Bon, vous allez reconstruire. Et reconstruire avec quel sera le futur établissement? Il sera en service quand? Au mieux. 3 ans. Au mieux 3 ans. Au mieux 3 ans. Parce qu'il y a des démarches administratives de permis de construire, de financement et de construction. 3 ans, minimum. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, est à Ganges aujourd'hui. Oui. Il vous aurait passé un coup de fil ou pas ces dernières semaines pour vous dire, Lamine Garbi, regardez un peu ce dossier à Ganges quand même? Bonne question. Est-ce qu'il vous a appelé? Je pense que malheureusement, il a d'autres soucis que la maternité que l'on traite, si vous voulez. Les services de l'État traitent. Donc je pense qu'il est sécurisé sur le bon fonctionnement de ces services. Alors, une autre question. Est-ce que l'entourage, le président était attentif à la situation de Ganges et de la maternité? Oui, j'ai eu des échanges avec son cabinet, avec l'Élysée, avec Matignon, bien sûr. C'est remonté au plus haut sommet de l'État. Alors qu'il y a d'autres maternités sur le territoire qui sont suspendues ou qui ferment, mais c'est peut-être ma personnalité aussi qui fait que j'attire l'œil. C'est vrai que la représentation nationale que je porte a quelquefois des revers sur mon activité professionnelle. Bien, mais Lamine Garbi, vous allez le rencontrer, le croiser, le président de la République? Ce n'est pas prévu parce que c'est un déplacement sur l'éducation. Ce n'est pas sur la santé, donc il n'est pas prévu que j'ai un temps d'échange avec lui, mais j'aurai d'autres occasions, j'en suis certain, de le rencontrer, ou du moins son cabinet. Parlez-nous de l'hospitalisation privée plus largement. Oui. Élargissons le débat. Pendant le Covid, le privé a travaillé main dans la main avec le public, avec les hôpitaux publics. Et puis depuis, les liens se sont distendus. C'est vrai ou faux? Nous avons perdu l'esprit Covid. L'esprit Covid qui était celui de l'entraide, de la complémentarité. Aujourd'hui, on reprend nos travers, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le monde hospitalier public avec ses difficultés, ses tensions de recrutement de personnel, et puis il y a nous. Et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu mis de côté et je regrette que l'État ne donne pas, je dirais, ce sentiment d'équité, d'engagement que nous avions par le passé. Je prends un exemple très simple sur l'inflation. L'inflation, nous sommes touchés de plein fouet par cette inflation. L'énergie, l'alimentation. Et c'est vrai que nos prix, nos tarifs sont encadrés. Donc on demande une réévaluation de nos budgets. Ce n'est pas le cas. Il y a donc une distorsion de concurrence entre le public et le privé. Et le privé a repris toute l'activité qu'il avait en 2019. Donc nous sommes pleinement mobilisés pour prendre en charge nos concitoyens
moyens en urgence, en chirurgie et en toute spécialité confondue. Donc oui, j'attire sur votre antenne et merci. Il faut retrouver cet esprit Covid de complémentarité et de coopération. L'été va être difficile, on le sait, avec la loi RIST sur le financement des remplacements de médecins hospitaliers. Ça va être difficile d'avoir une permanence des soins. On répondra à présent. Et vous attendez encore quelque chose vous attendez encore quelque chose du ministre François Braun et des États généraux? Vraiment? Parce qu'un énième rendez-vous. Je crois qu'on a une grande concertation le 3 mai à Paris. Absolument. Donc nous serons présents. Nous avons contribué à participé à plus de 300 réunions sur le territoire. Nous attendons bien sûr. Il ne faut pas enterrer cette belle idée qui est de la participation démocratique. Bien, moi j'ai une autre question. C'est le recrutement. Oui. Parce que l'un des gros problèmes de l'hôpital public, on le sait, c'est qu'on manque de bras. Est-ce vrai aussi dans le privé? Nous avons peut-être moins de difficultés parce que les médecins qui sont chez nous sont des médecins libéraux. Donc ils viennent dans le monde hospitalier privé parce que c'est un engagement d'être leur propre patron, si vous voulez. Donc ils ont un engagement de continuité des soins, d'association et de permanence des soins. Donc c'est peut-être un peu plus facile, mais nous manquons nous aussi cruellement de médecins sur tous les territoires. On peut penser que l'Hérault est un beau territoire parce qu'il y a le bordure méditerranéen. Même à Montpellier, nous manquons de médecins. Et nous manquons aussi, bien sûr, d'infirmiers, d'aides-soignants. Donc le métier est en tension, mais il faut aussi être positif et se dire qu'il faut arrêter de se plaindre et travailler. C'est important. Oui, c'est important, mais vous parlez de médecins, mais moi je pense aux aides-soignantes, je pense aux infirmières ou aux infirmiers, je pense aux brancardiers, je pense à toutes celles et ceux qui travaillent dans le monde de l'hôpital, qu'ils soient publics ou privés. Là, il y a des difficultés de recrutement. On le sait, les salaires, bien souvent, ne sont pas suffisants, c'est ce que j'entends. Et vous aussi, vous l'entendez sans arrêt. Bien sûr, mais il y a eu des revalorisations, 200, 300, 400 euros pour les agents. Pratiquement tous les agents avec le Ségur 1 et le Ségur 2 ont été réévalués. C'était nécessaire parce que le quinquennat précédent, avant du président Macron, il y a eu un blocage des salaires pendant des années. C'est tout de même plus de 5 milliards qui ont été attribués à la santé sur les dernières années. Donc il y a eu des évolutions tarifaires indéniables. Mais il y a un mal-être, une perte de sens, une perte de cap. Et c'est vrai qu'on doit nous retrouver ce chemin de donner l'envie à nos collaborateurs de s'investir. Le télétravail n'est pas possible pour nous, donc il y a une notion, si vous voulez, d'inégalité entre les salariés, ceux qui travaillent dans le monde hospitalier, et les autres. La semaine de 4 jours n'est pas possible chez nous, ou du moins c'est compliqué. On doit être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà, on a des tensions, mais on est là et on va répondre. Bien. On va observer une petite pause, hein. Il est 11h17 et puis nous nous retrouvons Lamine Garbi. Je vous garde encore 3-4 minutes et ensuite nous donnerons la parole à un invité local. Vous allez comprendre, je n'en dis pas plus. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. Oui, nous sommes en direct de Ganges. J'ai les yeux rivés sur la porte du collège Louise Michel. Et pour l'instant, je ne vois pas de président de la République. Où est-il, Olivier Biscay? Il est toujours dans la voiture, il est en train d'arriver à Ganges, il y a un peu de bouchons, et même quand on est président même quand on est président de la République, il y a un peu d'organisation. À Saint-Bosile depuis toi aux entrées de Ganges, Jean-Jacques Bourdin, c'est assez normal, il y a beaucoup de monde, plus que de raison, plus que d'habitude ici à Ganges. 4000 habitants à Ganges, il y a 2 ou 3000 ou 4000 manifestants, donc évidemment c'est plutôt difficile, mais enfin il y a des forces de l'ordre un peu partout. Je pense qu'il va pouvoir passer sans problème. Là, il va arriver au collège Louise Michel dans un instant. Nous sommes toujours avec Lamine Garbi et Olivier Biscay. Il y a 10 jours. Olivier, combien de journalistes avez-vous? Ici, 6 journalistes sur le terrain, 2 photographes, un dans le collège, un à l'extérieur, 4 rédacteurs qui sont ici et qui font vivre un live sur midilibre.fr en ce moment, qui est alimenté par ailleurs et structuré par 4 journalistes au siège de... Vous avez mis les moyens. Oui, absolument, parce que c'est une visite importante. D'ailleurs, votre présence ici en atteste. Bien sûr. Merci Olivier. Alors, Lamine Garbi est toujours avec nous, le patron de l'hospitalisation privée, de la Fédération de l'hospitalisation privée. Lamine Garbi, si vous aviez le président de la République face à vous, quelle demande lui feriez-vous pour améliorer notre santé?
Et il le sait, nous prenons en charge tous les patients qui se présentent à nos portes. Nous sommes service public, mission de service public, nous accueillons le public, donc nous sommes service public. Même métier, même passion, mêmes obligations. Je m'engage à avoir les mêmes obligations que les services publics hospitaliers et donc, partant de là, je demande à avoir la même reconnaissance. La reconnaissance au niveau des autorisations, au niveau de la tarification et nous en parlions tout à l'heure au niveau de l'équité. L'équité de traitement entre le secteur public et le secteur privé, c'est mon credo. C'est d'ailleurs ce credo que je porte au sein de mon groupe d'établissements privés où je suis sur des territoires excentrés, Bédarieux, Pézenas, Ganges, on le voit aujourd'hui, pour maintenir de l'offre de soins, maintenir de la proximité et toute l'hospitalisation sur le territoire national a cette même logique. Donc comme nous sommes mission de service public, nous demandons à avoir la même reconnaissance. C'est le message que je lui porte, il le connaît, il le sait et il apprécie l'hospitalisation privée parce que pendant la période Covid, nous avions des échanges réguliers sur, je dirais, la qualité des soins que nous portons. L'hôpital public, bien évidemment, a la même qualité, mais c'est vrai que nous sommes un petit peu, aujourd'hui, retournés dans des guerres de tranchées avec les services publics, guerres que je ne souhaite absolument pas. Bien, merci beaucoup, Lamine Garbi. Merci d'être... oui, ça pique, les gaz lacrymogènes. Il y a les gaz qui arrivent. Oui, les gaz qui piquent un peu. Bon, c'est comme ça, c'est le direct, ça. Merci beaucoup, Lamine Garbi, d'être venu nous voir. Nous allons recevoir maintenant... oui, il faut mettre des masques et tout. Allez, mettez vos masques parce que c'est pas évident. Là, si vous avez des masques... attendez, là, je vais mettre mon masque. On est un peu bousculé, là. Il y a quelques gaz lacrymogènes. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire de la radio, de continuer à faire de la radio. Nous attendons donc toujours le président de la République qui n'est toujours pas arrivé. Olivier Biscay est avec son téléphone. Il n'arrête pas de solliciter ces journalistes ici ou là pour savoir où on en est. Oui, ça pique. Le gaz lacrymogène, Serge Massal, qui est notre invité, futur invité, qui est là. Serge Massal, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci. Dites-moi, les gaz lacrymogènes, vous connaissiez? Non, c'est la première fois que j'en vois de ma vie. J'ai subi. Vous en voyez, mais surtout vous les sentez. Hein, voilà. Serge, vous les sentez. Moi, j'en ai vu déjà pas mal. Donc, mais Serge Massal. Alors, je suis très content de vous recevoir parce que il y a une particularité, une exception. On parlait d'excellence avec le collège. Moi, je vais vous parler d'une autre excellence, de l'excellence de Serge Massal. Serge Massal, racontez-nous, vous êtes à combien de kilomètres de Ganges, Serge Massal? Ça envoie les grenades là. Oui. Vous êtes à combien de kilomètres de Ganges? Sumène est à 5 km de Ganges. Oui. Il y a lieu de savoir que Ganges était la capitale française du bas de luxe dans les années 60. La capitale française du bas de luxe dans les années 60. Voilà. Après, Ganges, avec la CGT, a connu une descente aux enfers et a perdu tous ses emplois. Oui. Sumène, qui est une vallée catholique, a su résister. La CGT n'est jamais arrivée à s'implanter. Et donc, vous n'allez pas vous faire que des amis, là. Bon, enfin, allez-y, vous dites ce que vous voulez. Ici, tout le monde dit ce qu'il veut. Voilà, alors, allez-y, Serge. Donc, nous étions des petits artisans. Oui. À ce titre, notre famille, je suis la 3e génération. Nous sommes la seule entreprise française à avoir passé le cap des 100 ans et 3 générations d'entrepreneurs à capital 100% français. Alors, je vous parlais d'excellence. À Sumène, vous fabriquez les plus beaux bas de soie. Je dis bien des bas de soie de France. Mais bon... Du monde. Du monde. Pardon, Serge. Du monde. Mais alors, moi je veux bien, mais le bas de soie s'adresse à qui? Alors, cher Jean-Jacques, nous sommes aussi une entreprise. Allez-y, nous sommes également une entreprise culturelle, puisque nous sommes en train de faire reconnaître notre savoir-faire immatériel auprès de l'UNESCO. Nous avions rencontré l'ambassadeur de Chine à l'UNESCO il y a quelques mois. Et donc, d'ici la fin de l'année, début 2024, les Cévennes, à travers nos savoir-faire sur la soie, seront reconnus au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça, c'est formidable. C'est un travail de longue haleine où nous n'avons jamais manifesté quoi que ce soit. Nous avons travaillé d'arrache-pied sans se poser de questions.
et avons fait preuve de courage. Je tiens à vous ajouter, hier nous avions encore une nouvelle commande de nos clients chinois. Donc, parce que vos principaux clients aujourd'hui sont des clients chinois. Alors, cher Jean-Jacques, nous avons... Alors la marque c'est Servin, je donne les marques, c'est pas un problème. C'est l'Arsois, c'est l'entreprise. Oui, les bas, portés par des jeunes chinoises. Absolument. Ou moins jeunes d'ailleurs, chinoises. Moins jeunes. Et même du Parti communiste. Vous voyez, des autorités n'hésite pas chinoises. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Donc, vous imaginez les épouses des hauts dignitaires chinois qui portent des bas de soie qui sont fabriqués à côté de Ganges. Absolument. C'est quand même extraordinaire. Je peux même, Jean-Jacques, vous faire voir le mail de notre correspondant chinois qui en atteste. Voilà. Donc, nous sommes... Vous allez nous raconter, vous allez finir, mais vous nous raconterez après comment vous les fabriquez, ces bas de soie, d'où vient la soie. Ah, il faut savoir que les Cévennes, c'est la patrie du verre à soie, il faut quand même le savoir. Il y a une tradition, une vieille tradition qui est... Alors, bon. Cher Jean-Jacques, à travers cette tradition, nous avons des amis qui sont en train de remonter une filature à monoblé. Oui. Donc les fils seront 100% de soie Cévennes. On revient ça y est. À la tradition et à l'excellence qui était la nôtre, où les bas de soie allaient dans les cours royales et impériales à travers les décennies. Donc, quel plaisir d'entendre ça, Serge. Nous en sommes à cette dernière marche. Oui. Et la reconnaissance du savoir-faire immatériel auprès de l'UNESCO sera pour nous une belle victoire. Bien, Serge Massal, c'est l'heure de la pub. Je vais vous laisser aussi entre les mains d'Olivier Biscay qui a plein de questions à vous poser parce que, Olivier, vous connaissiez les bas de soie, la tradition. J'ai découvert grâce à vous, Jean-Jacques Bourdin, que cette entreprise était installée à quelques minutes de Ganges. Donc, à Sumène. Voilà un bel article en perspective. Dans le Gard, absolument. Ici, on est dans l'Hérault, c'est dans le Gard, mais c'est à quelques kilomètres. Oui, nous avons plein de questions à vous poser, Serge Massal. Le président de la République n'est toujours pas arrivé. Toujours Olivier pas Biscay, arrivé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté. Il est allé boire un café au bord de la route. Absolument pas de café, mais il y a un peu plus de monde sur la route que prévu. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Il est 11h30. Vous êtes sur Sud Radio. Vous ne ratez rien. Vous êtes en direct. Vous êtes au cœur de l'actualité. Là, je peux vous dire que qui est là? Mais je pourrais vous donner quelques indiscrétions tout à l'heure. Mais non, juste après la pub. Juste après la pub. Vous êtes Olivier Biscay, vous êtes fait pour faire de la radio. Écoutez, merci beaucoup. Mais c'est vrai. Allez, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. Bien, il est 11h33, nous sommes à Ganges. Encore une fois, je suis avec Olivier Biscay, qui est le directeur de la rédaction du Midi Libre. Olivier, le président de la République approche ou pas? Oui, il est en train d'arriver ici au collège Louise Michel. Il est d'abord attendu par une délégation d'élus, le président du conseil départemental, Kléber Masquida, des parlementaires, le maire évidemment de Ganges, et puis Sébastien Rome et Patrick Vignal. Sébastien Rome qui lui offrira, c'est une information, un livre sur les camisards. J'ai vu le livre, il l'avait avec tout à l'heure, absolument, et c'est le livre qui lui offrira à son arrivée. Alors ça, c'est une bonne idée. Je dis tout de suite parce que les camisards, c'est l'histoire du pays, ça a marqué l'histoire du pays et c'est une bonne idée de lui offrir ce livre. Bon, j'espère qu'il va le lire. Bien, il est quelle heure? Il est 11h34. Nous terminons avec Serge Massal. Donc, alors, Serge Massal, la soie va être fabriquée bientôt à monoblé. Oui. Donc, très bien. Il faut combien de temps pour fabriquer un bas de soie? Alors, nous sommes la seule société dans le monde à la fabriquer en fully fashion, c'est-à-dire sur des métiers rectilignes des années 1930-1950. Oui. Dans ce cas-là, il faut entre 1 heure et 1 heure et demie. Pour un seul bas? En fait, on fait 30 jambes en même temps. 30 jambes en même temps, d'accord. Parallèlement à ça, aujourd'hui, on sortait un collant en soie, en circulaire,
je suis parti au moment où il allait être mis sous forme. Bon. Et alors là, il faut 5 minutes. Oui, mais je voudrais m'attarder sur le bas de soie parce que c'est une tradition sévenole, encore une fois, et la soie et le bas, ici à Ganges. Et Serge Massal, vous avez des clients, vous parliez de vos clients chinois, des jeunes femmes ou moins jeunes chinoises qui achètent, et en France. Et en France, ça se vend ou pas? Voilà 10 ans que nous avons modifié. Voilà 10 ans que nous avons modifié notre canal de distribution et sommes passés au e-commerce. Je vous arrête, Olivier Biscay. J'ai une information, le président de la République est officiellement arrivé au collège Louise Michel. Il rencontre les élus, c'est l'accueil républicain, une dizaine d'élus à qui qu'il salue, avant de rencontrer les professeurs, les parents d'élèves, les élèves pour une table ronde autour de l'éducation. Il pourrait faire ce matin des annonces à l'endroit des enseignants de la communauté éducative. Il est donc arrivé. Bien. Terminé Serge, et puis je vais donner la parole à quelqu'un qui lui tourne le dos, à l'entrée du collège, donc qui tourne le dos au président de la République. C'est Serge Ragazzacci qui est le secrétaire général de la CGT de l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Bonjour Serge Ragazzacci. Je voudrais juste terminer avec Serge Massal. Oui, Serge Massal, vous me disiez, les clients français, est-ce qu'il y a des clients en France? Alors, aujourd'hui, voilà 10 ans que nous avons modifié notre canal de distribution et sommes passés au e-commerce. La clientèle française, c'est 50% de notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est partout sur la planète, dont la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Ben vous imaginez. Je vais vous dire, nous sommes à Ganges, les colis sont acheminés jusqu'à Ganges pour partir à travers le monde. Pour partir à travers le monde. Oh, absolument. Et vous avez des clientes célèbres? Alors, nous en avons eu, oui, bien sûr, aux États-Unis. Catherine Deneuve aussi, à une époque. Oui, nous offrions des débats à Catherine Deneuve du temps de sa splendeur, même si elle est toujours. Comment du temps de sa splendeur? Même si elle est toujours aussi, aussi représentative de la France. Oui. Bien sûr, Rihanna, nous avons fait des collections également pour Jean-Paul Gaultier. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur le e-commerce, à diffuser ce savoir-faire dans le monde entier. Dans le monde entier, qui est le savoir-faire culturel, local. Que nous revendiquons et pour lequel nous nous battons à créer encore plus des emplois dans le futur, de produits qui ne peuvent pas être délocalisables. J'ai compris. Voilà. Merci beaucoup Serge Massal. Je rappelle l'Arsois, la marque c'est Servin et c'est à Sumène. Et le site internet, allez-y. Le site internet, c'est servin-store.com. Voilà. Bien, merci. Serge Ragazzacci, vous tournez le dos à Emmanuel Macron. C'est un hasard ou pas? Non, c'est parce que c'est la disposition de notre table. Monsieur Bourdin, oui. Qui tourne le dos à qui dans cette affaire? Bon, alors, manifestation, combien 1000, 2000, 3000 personnes? Je pense qu'on arrive maintenant à près de 3000 personnes. À près de 3000 personnes, manifestation. Qu'avez-vous envie de dire là à Emmanuel Macron? Vous avez la chance sur Sud Radio d'être là en direct. Des choses simples qu'il se refuse à entendre, à savoir qu'il faut qu'il retire son projet de réforme, enfin sa réforme des retraites, lui dire que c'est pas lui qui va décider à quel moment le conflit va s'arrêter. Il peut décider de beaucoup de choses dans ce pays, mais c'est pas lui qui va décider à quel moment les gens ne seront plus en colère et à partir de quel moment ils cesseront d'être en conflit avec une réforme que nous considérons comme injuste et un pouvoir brutal. Donc nous sommes venus lui rappeler ce fait. Il parle beaucoup de pacte, ça résonne, le mot pacte, c'est plutôt pacte de non-agression, ce serait comme si c'était une entente ou quelque chose qui serait partagé. En fait, le président de la République, ce qu'il se refuse à comprendre, c'est qu'il y a un conflit social dans le pays. Donc il ferait bien par commencer ça, il dit j'ai entendu la colère, à part qu'il faut qu'il commence à comprendre qu'il y a un conflit social. Et qu'à partir de ce conflit social, on négocie et on écoute ce qui se dit. Une information, Jean-Jacques Bourdin, Serge Ragazzacci, coupure de courant au collège. Vous revendiquez la coupure de courant? En ce moment même. Le président vient d'arriver, coupure de courant, alors qu'une table ronde devait être lancée. C'est un homme qui marche seul et maintenant il marche dans le noir. Oui, mais vous ne pensez pas à tous ces donc collégiens? Vous le revendiquez. C'est vous qui êtes à l'origine.
Pas vous personnellement, mais la CGT. Écoutez, on lui a dit que partout où il irait, il serait dans le noir. La CGT revendique la coupure de courant, comme elle revendique celle de ce matin à l'aéroport. Mais vous ne pensez pas aux collégiens, aux principaux et aux parents qui attendaient le président de la République? Mais justement, comme nous pensons à eux, nous avons coupé le courant. Oui, mais c'est un collège d'excellence. Il y a un travail formidable. Oui, ça, nous sommes tous d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas... est-ce que c'était... Franchement, c'est opportun dans la mesure où vous plongez dans le noir le travail qui est effectué, qui allait être mis en lumière, le travail qui est effectué dans ce collège. Monsieur Bourdin, avant qu'Emmanuel Macron arrive, le travail était déjà un travail d'excellence. Oui, mais donc ça ne change rien à ça. Tous les médias, oui, non, mais il restera d'excellence, vous avez raison. Mais tous les médias sont là. C'était l'occasion que jamais de mettre à l'honneur le travail effectué dans ce collège. C'est pas la personne d'Emmanuel Macron qui compte. Oui, Est-ce que c'est la personne d'Emmanuel Macron qui compte? Alors, la personne d'Emmanuel Macron, elle compte quand même, puisqu'aujourd'hui il en a fait une affaire de personne, lui, puisqu'il considère qu'il doit décider de tout le temps et à tout moment, et qu'il continue à provoquer, comme il l'a fait hier lors de sa première visite. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous a interdit les casseroles. Au moins comme ça, c'est plus clair. On nous a interdit la sono. On avait des autorisations délivrées par la mairie. Le préfet est passé au-dessus du maire. Donc, vous voyez, quand on se comporte de cette façon-là, faut pas s'étonner qu'il y ait des choses qui arrivent, mais qui restent de l'ordre du pacifisme. Bon. Et ça va durer combien de temps, votre coupure de courant, là? Attendez, ça durera beaucoup moins de temps que les coupures de celles et ceux qui ne peuvent pas payer leurs factures. Oui, non, mais ça j'ai compris, mais ça va durer combien de temps? Le temps qu'il reste, le temps qu'il trouve un bouton, oui. Je ne sais pas si c'est lui qui va chercher le bouton, mais bon. Il est capable de tout, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, Emmanuel Macron est capable de tout. Ça, vous le connaissez mieux que moi. Il est capable de tout. Je ne sais pas. Il est capable, dans tous les cas, de dialoguer sans doute avec les collégiens là, et les enseignants. Encore une fois, Olivier Biscay, comment ça fonctionne cette rencontre? Quel est l'objectif de cette rencontre? Parce que moi, j'ai compris, et Serge Ragazzacci va nous dire ce qu'il en pense. Si j'ai bien compris, les propos d'Emmanuel Macron, sa volonté c'est de mettre en valeur pendant les 100 jours, puisqu'il nous a parlé de 100 jours, de mettre en valeur l'excellence française. Moi, si j'ai une question à lui poser, peut-être vais-je avoir bientôt la possibilité de lui poser une question, mais si j'avais une question à lui poser, je dirais bon d'accord, c'est bien de mettre en valeur l'excellence française, et elle existe, l'excellence française, évidemment qu'elle existe. Mais comment mettre en valeur toutes celles et ceux qui souffrent dans ce collège, oui. Et dans ce collège-là, en effet, on travaille sur l'excellence française, sur le système éducatif, sur la concertation entre les professeurs, les élèves et les parents. Et c'est ce qu'il vient constater ici, le président de la République. Bien. Ce travail, oui. Vous avez noté, Olivier Biscay, si vous permettez, que c'est pas le président de la République qui s'est levé un samedi dans la nuit et qui a eu l'idée de venir à Ganges. C'est une élue du terrain qui lui a soufflé à l'oreille droite plus qu'à l'oreille gauche. Oui. Et que ce respect des élus, il aurait pu l'avoir pour tous les maires des communes aux alentours qui étaient ce matin et qui sont avec nous dans la manifestation et qui n'ont pas eu droit, eux, à l'accueil républicain d'Emmanuel Macron. Donc c'est la coupure d'électricité. Elle est aussi pour l'ensemble de ces élus qui se battent, eux, au quotidien avec les populations pour maintenir de l'activité, maintenir de la richesse, maintenir des services publics et qui aujourd'hui n'ont pas eu l'honneur de cet accueil républicain qu'Emmanuel Macron a choisi de réserver à quelques personnes, de trier sur le volet, parce que c'est ça, aller au contact, vous choisissez vos amis. Serge Ragazzacci, comment ça s'est passé? Parce que je croyais que les forces de l'ordre étaient allées voir, avaient fait le tour des transformateurs de la région pour éviter justement une coupure d'électricité, pas les forces de l'ordre, mais je crois des techniciens. Non, c'est vrai ou pas ça? Jean-Jacques Bourdin, je ne sais même pas changer une ampoule, ne me posez pas la question à moi. Oui, non. Bon, ça, vous n'allez pas me dire ça, non, c'est vrai. Non, vous n'allez pas me dire ça, franchement. Je vous assure. Non, c'est vrai? C'est vrai? Non. Bon, enfin, non, je sais que... Non, mais vous savez, il y a beaucoup d'imagination dans le monde du travail. C'est ça l'excellence française aussi. Mais évidemment, je suis bien d'accord. Et puis vous savez, face à toutes les provocations et puis il y a cette violence qui s'exprime de la part du pouvoir, il y a aussi l'envie de tourner ce gouvernement et ce président en dérision. Lui qui se prend tellement au sérieux lui-même, eh bien, le message qui a été donné, c'est de le tourner en dérision. Le roi est nu,
il faut rire. Bien. Le président de la République est donc au collège, il échange. Alors comment font les médias d'ailleurs à l'intérieur? Vous avez des infos? vous avez un journaliste ou, On a même trois journalistes, deux rédacteurs et un photographe. Et nous aussi on a une journaliste d'ailleurs. Les échanges avec le président de la République. Je vous rappelle qu'il y a une table ronde, 5 professeurs, 7 parents, 4 élèves, 1 par section, le principal bien sûr, et son adjointe, l'adjointe du collège Louise Michel, qui vont participer à cette table ronde et aux échanges avec le chef de l'État. On l'a dit, on parlera d'excellence française, de système éducatif. On parlera aussi de remplacement de professeurs, puisque ici au collège Louise Michel est testé depuis quelques mois maintenant un système inédit de remplacement des professeurs. Rappelez-vous, lors de son allocution lundi, le président a donné l'engagement qu'avant la fin de l'année, les profs seraient remplacés. Les remplacements de professeurs, j'attends de voir sur le terrain. Vous savez, moi, les promesses n'engagent que ceux qui les font. En tout cas, il y a un test ici au collège Louise Michel. Oui, bon, écoutez, nous verrons bien à la rentrée prochaine si on manque de professeurs, s'ils sont remplacés ou pas. Jean-Jacques Bourdin, si vous me piquez mes répliques... Mais non, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de collèges qui sont en manque de professeurs, il n'y a absolument aucun remplaçant. Mais peut-être que là aussi, il a une baguette magique, Emmanuel Macron. Quand on déploie le service public, quand on ne fait pas passer les concours et quand on rémunère aussi mal les enseignants, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait du manque dans les collèges. Et nous sommes bien là aussi pour revendiquer plus de moyens pour notre système éducatif. Et ça commence par respecter les enseignants avec des bons salaires. Bien, Mathilde Julien est sur place en direct. Est-ce qu'on pourra la joindre, Mathilde? Elle est à l'intérieur du collège. Pas là tout de suite, on va observer une petite page de pub, puis on va la prendre en direct. Si c'est possible. Hein, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on va tout réussir aujourd'hui. Mais on ne sait pas, on va voir. Mais c'est la magie du direct, à tout de suite. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. Faut aller voir. Il est 11h49. C'est un peu mouvementé ici, je vous le dis tout de suite. Un peu mouvementé parce que il y a des manifestants, il y a des gaz lacrymogènes. Ça, c'est un grand classique. Les gaz lacrymogènes avec un peu de vent, il n'y a pas beaucoup de vent, il fait beau, mais avec le vent, évidemment, ça nous touche. Donc on tousse un peu, on a des masques, mais bon pas de panique, hein, vraiment rien d'exceptionnel. Serge Ragazzacci a l'habitude. Vous êtes le patron de la CGT de l'Hérault, vous avez l'habitude des gaz lacrymogènes. Ça vous gêne pas, non? Un peu, parce que quand même... Hein. Écoutez, on préférait vivre dans un pays où on s'en passe. Oui. Voilà, comme tout le monde. Pour ça, il faudrait avoir une démocratie sociale qui fonctionne. Le président de la République est toujours à l'intérieur, Olivier Biscay? Absolument, et j'ai envie de vous dire 2 salles, 2 ambiances, Jean-Jacques Bourdin, parce que ici, en effet, c'est agité contre le président de la République, mais Richard Gougis, notre journaliste à Midi, me dit les échanges dans la cour avec les élèves sont plutôt sympathiques, et à la fenêtre, non pas du collège, mais dans les bâtiments extérieurs, c'est-à-dire dans les habitations, on crie même des Macron, je t'aime. Donc imaginez, il y a une ferveur sympathique, amicale de l'autre côté, qu'on ne rencontre pas forcément ici, à quelques mètres de la place du marché. C'est tout à fait normal, évidemment. Mais attendez, dans ce pays, il y a aujourd'hui une majorité d'anti-Macron, il y a aussi des pro-Macron. Hein, C'est mon voisin, je ne sais pas combien il le fait le vin, mais il doit taper à 13-14. Mais votre voisin ne fait pas du vin, il fait de l'oignon. Tout le monde n'est pas opposé à Emmanuel Macron, quand même. Alors écoutez, il est quelle heure? Il est 11h51, il ne faut pas rater sa sortie parce que peut-être que nous allons essayer quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas comment nous allons faire, mais nous nous débrouillons. Bon, je reçois, j'en suis très très heureux, Philippe Boisson, qui est le président de la coopérative des oignons, oignons origine Cévennes. L'oignon doux des Cévennes, qui est une AOP, il faut le rappeler. Hein. Exactement, et bonjour à tous les auditeurs. Oui. Voilà, moi je me présente Philippe Boisson, je suis agriculteur sur la commune de Sumène aussi. Et voilà, je suis président d'une coopérative qui regroupe 85% du volume d'oignons. Mais bon, c'est une filière, moi je préfère parler de la filière oignon doux. Et la filière oignon doux, c'est 50 hectares, c'est 100 familles qui vivent dans notre coteau. Monsieur Bourdin connaît très bien notre territoire. Et ces agriculteurs, ils s'accrochent à leur montagne, ils essayent de continuer leur travail. Et Dieu sait si c'est compliqué. Et on a la sécheresse qui nous touche. Dans la vallée, quand vous roulez, vous voyez les failles, on appelle ça, les terrasses, où les oignons sont cultivés. Pour cultiver l'oignon, d'abord, est-ce que la filière est menacée? Est-ce que
c'est unique au monde, hein, l'oignon doux des Cévennes. Unique au monde, il faut le savoir. Hein. Ça ressemble un peu à la riziculture dans les pays asiatiques. C'est des terrasses qui s'accrochent à la montagne, avec des murs que les gens remontent régulièrement. Quand malheureusement on est dans un endroit où il y a des cycles orageux. On entend souvent à la télévision les épisodes de Cévenol. Et nous, on est vraiment le centre de l'épisode de Cévenol. Et on connaît très bien ces problèmes-là. Il y a 2 ans, on a subi 900 mm en 12 heures. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, c'est 90 cm d'eau au mètre carré. C'est terrible. Et maintenant, on vit une sécheresse pratiquement jamais vue. Alors 47, 73. Bon, moi, je suis un peu plus jeune, mais je ne l'ai pas connu. Les anciens en parlent. Ça, c'est le vrai problème aujourd'hui, parce que c'est une culture traditionnelle qui fait vivre des familles dans ces vallées où on ne peut pas cultiver grand-chose en dehors de l'oignon. Le problème, c'est la sécheresse et il faut irriguer l'oignon. Évidemment qu'il faut irriguer l'oignon. Il faut de l'eau pour l'oignon. Mais l'oignon, c'est un légume qui est adapté quand même, parce qu'il arrive d'Afrique. Il est produit au Mexique. Il est dans notre territoire depuis le Moyen-Âge. Les moines l'ont ramené. Je pense que l'oignon est très bien adapté aux conditions sèches, aux températures. Mais il lui faut de l'eau. Mais comme toutes les cultures, et malheureusement, le réchauffement climatique qu'on vit depuis des années, chaque agriculteur le matin se rend compte du réchauffement climatique, et que ça soit partout en France, personne ne peut le nier. On est confronté, nous, c'est notre bureau le temps, et c'est important. Le réchauffement est en train de, c'est vraiment très dangereux, et il faut que le monde agricole s'adapte. Et pour s'adapter, il a besoin de moyens, et il a surtout pas besoin de contraintes comme on est en train de nous mettre souvent. Comment faites-vous? Parce qu'il y a des protestations, notamment d'écologistes, qui disent qu'il ne faut pas toucher à l'eau, et c'est vrai qu'aussi l'eau est essentielle pour tous. Que leur répondez-vous? Voilà, moi je leur réponds, on a fait des bassins, nous en Cévennes, on a plus de 100 000 m3 de stockés. Vous avez des bassins? Voilà, on a des bassins de stockage qui ne servent, attention, parce que le mot bassin, en ce moment, c'est un sujet très très important. Les bassins, ils servent quand il y a des orages, sur le ruissellement. Il y a beaucoup de bruit là. Oui, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de manifestants, et qu'il y a beaucoup de gendarmes mobiles, et qu'il y a beaucoup de gaz lacrymogène, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Et donc, si vous voulez, ces bassins, on arrive à les remplir quand il y a ces gros orages. Il y a du ruissellement qui est très important dans notre territoire, et on peut remplir des bassins ces jours-là, et ça évite des crues, ça évite que nos villages soient ravagés. Et je pense que dans l'art Méditerranée, on peut récupérer de l'eau lors de ces forts orages et s'en servir pour l'agriculture quand il n'y en a pas. Et ainsi qu'au feu de forêt, on vient de voir les Pyrénées-Orientales, et je salue tous les agriculteurs des Pyrénées-Orientales parce qu'ils sont en train de vivre un cauchemar. Et je pense que c'est les premiers vraiment touchés, et tout le monde va suivre. Et franchement, il faut garder espoir dans notre métier, mais c'est compliqué actuellement. Bien, manger, moi dès que je peux, j'en achète à Paris, manger des oignons doux des Cévennes. Et on peut le cuisiner de tellement de façons, et c'est un oignon sucré qui a un goût merveilleux. Non, je dis pas ça parce que c'est mon pays, mais je dis ça parce que je l'aime, cet oignon doux, c'est vrai. Hein. Vous le diffusez, vous le vendez dans le monde entier. Alors la coopérative a tous les supermarchés qui existent en France. On a 15% qui part à l'export, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. Nous avons tous les grands chefs à Paris, au plat du jour, à la carte, il y a des oignons doux des Cévennes en face de l'opéra, j'ai des souvenirs de ça. Je pense que notre produit, les grands chefs, savent très bien que c'est un très grand produit. Bien sûr. Et ça permet de faire vivre beaucoup de familles à un endroit où il n'y a pas grand chose qui pourrait nous faire vivre. Bien, merci beaucoup. Hein. Merci Philippe Boisson d'être venu nous voir. Encore une fois, je suis très heureux. On parlait d'excellence, c'est encore une excellence locale. C'est une excellence française et locale. Bien, nous allons rejoindre Mathilde Julien qui est en direct du collège Louise Michel. Alors Mathilde, racontez-nous, que se passe-t-il? Oui Jean-Jacques, écoutez, je suis bien dans la cour, le président est arrivé, il a eu un accueil républicain avec les élus, notamment le maire de Ganges, Sébastien Rome, qui lui a remis un livre sur la résistance. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, sur les Camisards.
Très bien, Oui, exactement, exactement. Ensuite, il s'est avancé dans la cour. Il y avait des élèves qui étaient cantonnés dans leur classe et puis les fenêtres criaient Macron, 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 qui n'ont pas pu le rejoindre, mais il y avait un petit groupe autour de lui dans la cour. Il a échangé avec des élèves, mais nous sommes tenus un peu à distance. Je n'ai pas pu me rapprocher. Ensuite, là, il est entré dans l'école. Il y a un échange privé avec les élus et ensuite, il va se rendre dans un petit CDI et c'est là qu'il va échanger avec 7 parents, 5 professeurs et 5 élèves et 4 professeurs. Voilà, on attend, nous, les journalistes, de pouvoir accéder à cette salle du CDI. Et en attendant, il y a des élèves qui sont dans la cour, qui cherchent à voir le président, qui est pour le moment dans un échange privé. Il faut savoir, donc vous le savez très bien, puisque Serge l'a annoncé, Serge Ragazzacci, il y a eu une coupure de courant dans l'école, dans la salle de presse. Les premiers à avoir confirmation ici, grâce à Serge Ragazzacci qui est là. Serge merci Mathilde. Mathilde, vous lui glissez, vous savez qu'il a rendez-vous. Bien sûr, Mathilde, bien sûr. Vous savez qu'il a rendez-vous, donc vous lui glissez un petit mot au passage. La mission sera remplie. La mission sera remplie, bien. Serge, un mot, Serge Ragazzacci, ensuite il faut faire les infos, mais un mot, qu'il échange avec des enseignants, ça ne vous choque pas? Pas du tout. Bon, vous trouvez ça bien même? Bah écoutez, s'il n'avait pas sélectionné les enseignants et les élèves, ce serait mieux. Oui, mais bon... vous savez, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est pas le président qui sélectionne les élèves. Non, mais aujourd'hui, c'est son de faire comme s'il était venu à la rencontre du bon peuple. Mais on ne peut pas dire qu'il sélectionne lui-même. Il est venu faire de la com, les journalistes sont à distance, les manifestants sont à distance, tout le monde est à distance et il dit ce qu'il veut devant un public choisi. C'est ça la réalité. Bon. Nous, on va essayer de faire en sorte qu'il se rapproche. Merci, Serge. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Allez, un peu de pub. Je vous laisse un peu de... non de collier. Ça peut être utile. Oui, ça peut être utile. Bien, merci. Un peu de pub. Puis, nous allons essayer de finir cette émission d'une manière exceptionnelle. Nous allons nous transporter. Je vous en dis pas plus. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. En direct de Ganges, et vous sentez d'ailleurs l'odeur des lacrymogènes. Jean-Jacques Bourdin qui animait une émission spéciale en direct de la ville des Cévennes, au nord de l'Hérault, juste au sud de la frontière du Gard, tout à côté, où est en ce moment en visite Emmanuel Macron, le président de la République, qui visite un collège dans le noir, puisque la CGT, elle l'a revendiqué d'ailleurs sur Sud Radio en exclusivité avec nos confrères de Midi Libre, la CGT a coupé le courant. Vous entendiez depuis 2 heures les manifestants qui réservaient un comité d'accueil plutôt salé au président de la République. Et pourtant, sachez-le, eh bien, la préfecture avait pris ses dispositions hier pour faire en sorte que la visite du président de la République ne soit pas trop perturbée. Félix Mathieu, vous êtes avec nous à l'occasion de la visite du président dans l'Hérault. La préfecture avait tout simplement interdit tous les dispositifs pour faire du bruit. Alors on peut en témoigner, c'est raté. Félix. Oui, c'est plutôt raté. Après la casserolade hier qui a accueilli Emmanuel Macron en Alsace, un arrêté de la préfecture de l'Hérault interdisait cette fois tout dispositif sonore portatif aujourd'hui à Ganges. Manière officielle en fait de dire casserole interdite. Dans le périmètre autour du collège Louise Michel de Ganges, où le président Macron doit donc faire des annonces, on l'entendait sur la rentrée scolaire de septembre aux côtés de son ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Cet arrêté du préfet de l'Hérault interdit l'usage de tout dispositif sonore portatif ou émanant de véhicules non dûment autorisés. En tout cas, au niveau des barrages qui filtrent les entrées dans la zone de Ganges, zone sécurisée pour l'arrivée du président, des manifestants étaient venus avec des casseroles et des fifres, des flûtes traditionnelles. C'était très musical d'ailleurs, on peut le redire. C'était musical. Ils ont été empêchés de passer, indique la CGT de l'Hérault. Exactement. Tout de suite, direction le nord de l'Hérault, le sud de la frontière du Gard dans les Cévennes. Vous entendez le bruit des manifestants, comme quoi l'arrêt préfectoral n'a pas fonctionné. Jean-Jacques Bourdin en direct sur Sud Radio, masqué, parce que ça sent les lacrymos, Jean-Jacques, c'était vrai. Oui, les lacrymos, mais surtout on a eu cette coupure de courant, parce qu'il faut savoir que la CGT a coupé le courant à l'intérieur du collège, a coupé le courant à la clinique, et d'ailleurs ça a posé un gros problème parce que la clinique a été obligée de passer sur groupe électrogène, Olivier Biscay, et nous a coupé le courant ici. Mais ici, je sais pas pourquoi, miraculeusement, c'est revenu. Donc, parce qu'il y a Sud Radio et Midi Libre. Sud Radio est là, Midi Libre est là, c'est pour ça. Mais dans tous les cas, nous avons retrouvé le courant. Donc, il y a toujours des gaz lacrymogènes, il y a toujours, je vois de plus en plus de gendarmes mobiles qui s'approchent. Le président de la République
République est toujours à l'intérieur. Dans le noir ou pas, je ne sais pas. Emmanuel Macron est toujours à l'intérieur. Il a démarré il y a quelques minutes la table ronde avec les élèves et les professeurs. Un petit mot tout de même, puisqu'il a fait une déclaration. Il s'est dit prêt à échanger avec les manifestants, mais il n'est pas prêt en revanche à le faire avec des gens qui sont juste prêts à faire du bruit ou jeter des choses. Ça ne vaut pas grand-chose. Du bruit, ça me paraît logique. Jeter, évidemment. Alors il y a eu des jets d'œufs, des œufs et des bouteilles, et donc c'est ce qu'il montrait du doigt à l'instant. Bon, alors nous avons deux invités avec nous, puisque pendant que le président de la République parle avec des parents d'élèves, avec des enseignants, avec des élèves, nous parlons avec des responsables de syndicats de l'enseignement. Stéphane Audebeau, qui est enseignant en sciences économiques et sociales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. SES, sciences économiques et sociales, au lycée? Au lycée Jeux-le-Curie à 7. Au lycée Jeux-le-Curie. Je suis co-secrétaire départemental de la FSU. Membre à part entière de l'intersyndicale ici présente. D'accord. Et je suis très content de recevoir un prof d'SES parce que mon fils qui est en première est en SES. Il adore ça d'ailleurs, entre parenthèses. Les sciences économiques et sociales, il faut dire que c'est passionnant. C'est un domaine passionnant. Et bon courage pour lui pour l'an prochain parce que les épreuves de Monsieur Blanquer sont effectivement particulièrement difficiles et surtout génèrent de l'inégalité comme jamais ça a été vécu dans le système éducatif. Et l'année prochaine, les épreuves sont au mois de mars, je crois. Comme cette année, effectivement. Comme cette année, ça a été du grand n'importe quoi. Les élèves n'étaient pas préparés. Les programmes, on les a terminés, mais vraiment ric-rac, en faisant le forcing en permanence. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a un grand décalage de résultats entre les sujets de la première journée et les sujets de la deuxième journée. Donc cette réforme du baccalauréat et du lycée, il faut vraiment la retirer. Bien, vous êtes contre cette réforme du baccalauréat du lycée. Nous avons aussi avec nous Jackie Bowen qui est président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves de l'Hérault. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. On est très heureux de votre main tendue. C'est pas le cas de tout le monde. Ben non. Vous pensez Emmanuel Macron là? Quelque peu. Mais on espère encore. S'il vous tendez la main, est-ce que vous iriez à sa rencontre? Bien entendu, on a des propositions à faire, y compris au ministre de l'Éducation, M. Ndiaye, qu'on avait déjà rencontré lors de l'inauguration de l'école Samuel Paty à Montpellier. Donc on a des vraies propositions concrètes. Nous sommes pragmatiques. Et nous sommes également des vrais parents, tout simplement. Ben évidemment. Mais alors, quelle proposition? Qu'est-ce que vous lui demanderiez si vous l'aviez face à vous, Emmanuel Macron? Alors, justement... Ou le ministre de l'Éducation nationale. Alors, à des éléments par rapport justement à cette réforme, c'est que les élèves sont sous stress de la première à la terminale. Stress permanent. Cela dit, pardon, mais les élèves en terminale ont toujours été sous stress, hein? Non. Tout à fait, mais là on rajoute la première, et en plus, comme c'est plus seulement pour avoir le bac, c'est plus une question de bachotage final, c'est par rapport à l'orientation. Donc le problème, c'est que le moindre accro dans le parcours compte dans Parcoursup ou autre. Donc les bons élèves qui vont visent l'élite ou autre, etc. Ont une crainte permanente. Un coup près, donc ils sont pas à l'aise. Ceux qui sont en difficulté, ils ont tendance en première à abandonner une des spécialités que peut-être ils aiment par-dessus tout. Donc la première proposition, nous, c'est de retirer une note d'accident de parcours. Alors je précise pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne comprendraient pas que les élèves en première ont 3 spécialités et arrivés en terminale n'ont plus que 2 spécialités et qui comptent, je crois, qui ont de très gros coefficients pour le baccalauréat. 16%. 16% pour chaque spécialité. Donc ça fait 32%, donc ils ont intérêt à réussir ces spécialités, dont SES, qui est l'une des spécialités possibles. Mais le contrôle continu, ce n'est pas une bonne solution? Une part de contrôle continu, ça paraît une bonne idée, non? La FCPE a toujours revendiqué le contrôle continu justement, mais dans le sens où la notation est faite pour progresser. Si on le fait dans une logique de progression, nous sommes tout à fait favorables. Mais justement avec cette proposition de retirer une note, soit on la retire ou soit on fait de la remédiation. Et ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas au niveau de ce qu'on attend ce jour-là, on va voir s'il est capable d'acquérir cette compétence. Parce que quel est l'intérêt de sanctionner pour dire t'as pas la compétence? Il ne l'aura jamais. Donc on est dans un système de tri, de sélection et ne pas oublier pour ceux qui sont le plus en difficulté un décrochage. Le décrochage c'est 10% des élèves. C'est catastrophique pour un État. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, monsieur le professeur? Oui, alors moi je voudrais quand même ajouter effectivement que si monsieur Macron nous tendait la main, nous accepterions d'aller le rencontrer à partir du moment où il déclare qu'il retire sa réforme
sur les retraites. Ça, c'est le préalable absolu. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à Ganges. Vraiment, et on voit bien que les Français qui sont là, les Françaises sont déterminés et qu'on va continuer à se mobiliser pour le retrait de la réforme des retraites. Alors, vous allez vous mobiliser le 1er mai, hein, tout à fait. Stéphane Haudebeau, mais ensuite... Vous allez continuer à vous mobiliser, c'est l'intersyndicale qui décidera. Hein. Et vous êtes membre de l'intersyndicale, évidemment, la FSU, c'est l'intersyndicale qui décidera. Mais qu'allez-vous faire après le 1er mai? Vous allez vous mobiliser tous les 8 jours, jusqu'à quand? Jusqu'à l'été Ce qu'on voit aujourd'hui à Ganges est absolument exceptionnel. C'est historique. Et là, on voit bien que c'est un pouvoir qui ne tient que par la force. C'est un pouvoir qui a perdu son autorité et sa légitimité. Ce qu'on vit aujourd'hui, vous avez parlé de coupure de courant, vous avez parlé de lancer d'œufs, etc. Effectivement, c'est contre Macron et on va continuer de manière déterminée à nous mobiliser sous toutes les formes qu'il faudra, mais on ne lâchera pas, c'est évident. La colère, elle est trop importante, notamment dans le monde de l'éducation que je représente. Mais si on vous propose, le gouvernement, parce que ce ne sera pas Emmanuel Macron lui-même qui conduirait d'éventuelles rencontres, mais si le gouvernement vous proposait, je ne sais pas, de discuter sur des points précis, des augmentations de salaire, parce que les enseignants, c'est l'une de vos revendications, à juste raison d'ailleurs, hein, des augmentations de salaire, des discussions sur la pénibilité au travail, des discussions sur l'emploi des seniors. Vous n'iriez pas discuter? À l'heure actuelle, il y a eu des discussions dans l'enseignement sur des augmentations de salaire que nous demandons. Il y a des discussions. Elles se sont arrêtées. Oui. Elles se sont arrêtées parce que l'intersyndicale, c'est-à-dire toutes les organisations syndicales de l'éducation, se sont retirées de la table des discussions, puisque aucune avancée, aucune des propositions que faisaient les organisations syndicales n'ont été retenues. C'est-à-dire que c'est un passage en force. Le gouvernement reprend la même méthode que le président de la République à l'heure actuelle. Olivier Biscay. On dit tout de même que le président de la République pourrait dire sur les salaires que les 2000 € nets pour les enseignants débutants seraient confirmés aujourd'hui. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle? Alors, il ne faudrait pas que ce soit 2000 € pour les débutants, parce que ça vous... Si, il faut que ce soit 2000 € pour les débutants. Il y aurait ensuite des paliers de revalorisation. Vous n'allez pas dire non, quand même, à 2000 € à une augmentation pour les débutants. Si ce n'est qu'une augmentation de 2000 € pour les débutants, nous la demandons. Il faut savoir qu'au bout de 10 ans, un enseignant gagne 1900 € net. Donc vous imaginez, donc ça veut dire que c'est l'ensemble de la carrière qu'il faut revaloriser de 20% au minimum. Alors évidemment, mais j'imagine bien que si le salaire est de 2000 €, le traitement de 2000 € net pour un débutant, il ne sera pas de 1900 € pour quelqu'un qui a 10 ans de métier. À l'heure actuelle, ou alors je comprends plus rien. À l'heure actuelle, l'enveloppe budgétaire n'y est pas. Bon, justement, vous avez raison de revendiquer, parce que ça, c'est une revendication essentielle. On l'a tous dit, tout le monde l'a dit. C'est une revendication essentielle, les salaires. D'ailleurs, derrière la réforme des retraites. Mais personne, c'est le coût de la vie aussi, évidemment. Et les augmentations de salaire. Et là, peut-être qu'il pourrait organiser, je sais pas moi, une grande conférence sur les salaires. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Alors c'est très mal parti, parce qu'à l'heure actuelle, on parle d'un pacte que les enseignants pourraient signer. Et dans ce cas-là, effectivement, s'ils s'engagent sur des missions supplémentaires, c'est-à-dire tout un ensemble de travail en plus, d'heures supplémentaires, alors ils pourraient avoir droit à des briquettes de 1250 € à l'année. Voilà les discussions à l'heure actuelle au ministère de l'Éducation nationale. Donc vous ne signerez pas ce pacte si on vous le proposez? C'est évident que c'est un mépris total par rapport au métier. Si les 2000 € sont confirmés, 2000 € net, vous signez? Nous demandons effectivement de débuter à 2000 € minimum, ça c'est clair. Mais il faut que l'ensemble des carrières soit également revalorisé. Vous imaginez quelqu'un qui a un an d'enseignement et qui gagne moins que quelqu'un qui débute? Non, mais ça c'est pas possible. Et pour aller dans le sens de notre collègue, effectivement enseignant, nous ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des enseignants bien de leur peau. Donc ça rejoint le côté salaire, est bien sûr important, mais des enseignants formés et compétents. Comment pouvoir certifier qu'il y aura des remplacements systématiques à la rentrée s'il y a une pénurie d'enseignants, ce qui est déjà le cas. Le ministre de l'Éducation lui-même a signalé que l'an dernier, il y a eu 15 millions d'heures d'absence perdues.
15 millions d'heures, pas côté élève, hein, bien sûr côté enseignant. Ça fait à peu près 2 semaines par enseignant. Le remplacement, c'est essentiel. Voilà, donc vous avez entièrement raison, c'est essentiel. Nous allons voir si les promesses faites seront tenues. Toujours pareil. Il y a un beau challenge, par exemple, sur Midi Libre, c'est très bien illustré par un dessin. C'est comment, justement, en équilibriste, enlever 1500 emplois à la rentrée. Oui. Et garantir la présence des enseignants systématiquement devant les élèves. Oui. Mais en challenge, l'an dernier à la rentrée, c'était aussi, il y aurait des enseignants devant chaque classe. Oui, au début de la rentrée, en prenant justement dans le vivier des remplaçants. Et très vite, grippe et autres, on les a plus. Donc nous, une proposition, si Monsieur le Président veut bien nous accueillir, c'est-à-dire, justement pour pouvoir gagner les 100 jours d'apaisement, faites un vrai geste. Retirer les 1500 postes supprimés. Nous, on y reste sur le champ éducatif et parents d'élèves, bien entendu. Bien, merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci, Olivier Biscay. Merci, Jean-Jacques Bourdin. Merci beaucoup. Directeur de la rédaction du Midi Libre, à retrouver dans le Midi Libre. Emmanuel Macron est toujours dans le collège. Il va faire son point dehors parce qu'il y a coupure de courant dans le collège. Nous, on a été rétablis. Vous l'avez constaté. Merci. Les manifestations et les manifestants sont toujours là. Merci de nous avoir accompagnés ici à Ganges. Je voudrais remercier évidemment la municipalité qui a été formidable, je dois le dire, absolument formidable, qui nous a permis de réaliser ces 2 heures de direct. Voilà, nous continuons, nous allons voir d'un peu plus près où en est le président de la République. Merci à vous, André Berkoff.